Le débat est donc ouvert. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous en parlais il y a seulement quelques petites minutes. Le débat se propose d'aborder ce matin l'imminence d'un remaniement ministériel qui, pour remplacer Maître Joseph Diogbenou, le garde des Sceaux, pour aborder l'interrogation principale au menu de ce débat faire croiser, c'est bien Laurent Delors-Faton. Il est analyste politique et communicateur. En face de lui, Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Davor. Peggy Ludovic Dagba, qui reste chez lui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Alors, sa principale formation politique, Alternative citoyenne, l'a mise en congé depuis quelques jours. Le chef de l'exécutif, pour ne pas dire le président de la République, aurait accusé depuis quelques jours également, selon certaines sources, sa démission. Alors, le chef de l'État, après le départ du gouvernement de Joseph Diogbenou, assumera-t-il, comme ce fut le cas au départ du ministre candidat Zanaï, qui, pour remplacer Joseph Diogbenou dans, je dirais, la grande famille politique de la rupture? L'interrogation fait bien évidemment, sinon ces interrogations font bien évidemment le menu de votre débat à faire croiser. Peggy Ludovic Dagba, Joseph Diogbenou s'en va. Joseph Diogbenou s'en va, c'est vrai, parce qu'il a été appelé donc à d'autres charges, oui, des charges constitutionnelles cette fois-ci, où il devra pouvoir, comment dirais-je, veiller au respect de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Oui. À ce titre, il devra quitter, cela s'entend, le gouvernement, et à partir de cet instant, ceci va laisser un vide. Mais la question que tous les Béninois se posent, est-ce que ce vide va-t-il être comblé, vu que nous avons eu l'habitude avec le président Talon, dans le cas de candidat Zanaï, par exemple, qui, entre-temps, avait démissionné de son gouvernement, mais n'a vu son poste, comment dirais-je, occupé qu'après des mois, à l'occasion, plusieurs mois, à l'occasion donc d'un remaniement ministériel global qui a consacré un nouveau gouvernement, le deuxième, du président Patrice Talon. Ici maintenant, la question se pose énormément parce que c'est quand même l'un des plus en vue de ce gouvernement. C'est le porte-parole, c'est également un ministre qui a vraiment la confiance du chef de l'État parce qu'il est toujours au charbon. Le chef de l'État lui confie l'essentiel en fait de ces chantiers, ces réformes qui sont en train d'être menées, sont drivées, on va le dire, par le ministre Joseph Diogbenou, qui donc essaye chaque fois de pouvoir expliquer, donner vraiment toutes les motivations, toutes les explications et surtout justifier eh bien, le bien fondé de ces réformes. C'est lui qui porte vraiment la parole du gouvernement et au-delà la parole du président de la République. Je crois que je n'exagère en rien. Alors, la grande question est de savoir qui pourra vraiment succéder valablement à Maître Joseph Diogbenou à ce poste qui, quand même, s'est rendu, on va dire, incontournable dans cet exercice. Il crée beaucoup de remous, des critiques par ici, mais également des admirations. Hein, des gens vont jusqu'à le féliciter pour ce travail qu'il fait également, pour cette fulgurante ascension que Maître Joseph Diogbenou a connue sur le terrain politique. Alors donc, le chef de l'État va-t-il vraiment pouvoir à son remplacement? La grande question, puisque hier encore, il y a eu cette grosse rumeur qui parfois a fusé de partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, on supputait la chose, les gens ont même annoncé déjà que la liste était déjà au niveau de l'Assemblée nationale, où le bureau de l'Assemblée nationale devrait pouvoir donner son avis consultatif avant que le gouvernement ne soit rendu public. Hier nuit encore, on continuait par chercher du côté du Parlement si vraiment la liste s'y trouvait. Impossible de nous dire la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore effectif et on nous propose maintenant 17 heures au cours de cette journée. Nous allons attendre. Ce qui est sur l'enjeu est là et on devrait pouvoir, tout gouvernement normal devrait pouvoir à son remplacement, vu, je vais dire, la quintessence du poste
que représente, je vais dire, le ministère de la Justice. C'est pas un petit ministère, c'est un grand ministère. Et aujourd'hui, c'est l'un des ministères clés pour le président Talon dans la mise en œuvre des réformes. Alors, la grande question, il faudra pouvoir y répondre. Qui sera l'oiseau rare si le chef de l'État décidait vraiment de pouvoir à son remplacement? En tout cas, on va continuer toujours les réflexions, histoire de voir un peu quels sont les différents profils qui sont à la disposition du chef de l'État. Justement, on va revenir tout à l'heure au profil type. On va sonder tout à l'heure la famille de la rupture. Voilà. Laurent Delors-Fatan, Joseph Diogbenou est désormais hors du gouvernement. Il faut d'abord... Cela tombe bien sous le sens. Non, mais il faut d'abord s'appesantir un tout petit peu sur la personnalité de Maître Diogbenou, Joseph Diogbenou. En l'espace de 4 ans, on l'a vu, il a gravi les échelons de manière fulgurante. Député, ministre et aujourd'hui membre de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il aura tout fait. Il lui reste certainement un seul parcours qu'il n'a pas encore fait. C'est un parcours à louer, c'est un parcours de jeunesse qui devrait normalement donner des envies, qui devrait normalement encourager certains jeunes à prendre des engagements. J'en viens qui devrait apprendre des engagements et à chercher à mieux faire. Il devrait, parce que en l'espace de 4 ans, l'homme était vu comme un héros pratiquement, je dirais, parce que dans la lutte contre, dans leur marche de mercredi rouge et autres, on l'avait vu dans la société civile, un homme très actif qui défendait des idéaux. Et plus tard, on l'a vu au niveau de l'Assemblée, il a joué le rôle qu'il fallait jouer en tant que bon député, en tant que président de la commission des lois. Mais dès qu'il est rentré au gouvernement, l'image de la personnalité a commencé par être écorchée. Et l'expérience que nous avons vécue de lui en 2 ans pose des polémiques et inquiète plus d'un, parce que l'espoir projeté n'a pas été ce que nous avons vécu dans l'espace de 2 ans. Aujourd'hui, il va à la Cour constitutionnelle pour une autre expérience. Vivement que cette expérience le réhabilite, parce que celui qu'on avait vu en l'espace de 2 ans n'a plus trop donné confiance à ceux qui croyaient en lui et on a commencé par douter. Ça fait que son envoi, bien, son choix vers la Cour constitutionnelle a commencé par inquiéter plus d'eux. Vivement que ce choix, vivement que les espoirs soient vraiment portés et que, arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, ils puissent bien faire le travail pour que la démocratie béninoise se porte davantage mieux. Maintenant, quant à la question de son départ du gouvernement, une chose est sûre. Maître Diogbenou est aujourd'hui, jusqu'à présent, comme il est le ministre de la Justice. Il n'est pas comme l'ancien ministre Kandida Zanaï, il n'est pas un ministre délégué. Il est un ministre plein. Azanaï était un ministre délégué, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui était lui-même le ministre de la Défense, et lui était seulement un représentant du chef de l'État. Actuellement, il est un ministre plein. Et le portefeuille du ministère de la Justice est un portefeuille, elles peuvent être comme des ministres régaliens. C'est un ministère assez important. Il ne peut pas partir, on ne va pas ne pas le remplacer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir obligatoirement à son poste. Et ce qui est sûr, comme l'ont dit les réseaux sociaux, et il y a certains quand même journaux qui sont très proches du palais, et quand eux ils apportent l'information, on est plus ou moins sûr que c'est l'information du palais. Hier, les informations qui ont fusé sur les réseaux sociaux n'étaient pas quand même... Mais ce matin, il y a quand même des journaux très proches et qu'on sait que quand eux disent, c'est pratiquement... Ils ont promis quand même que d'ici 17h, on aura le gouvernement, vivement que le gouvernement vienne pour que le nouveau ministre assume les fautes. Très proche, mais d'avoir de bonnes sources d'investigation. Ce qui est sûr, si M. Diogbenou doit quitter le gouvernement impérativement demain, il s'agit qu'on doit avoir un nouveau ministre de la Justice pour continuer le travail. Même si on ne nomme pas un nouveau ministre, il y aura quand même un communiqué de la présidence pour nous dire désormais celui qui assume peut-être l'intérim ou bien celui qui quand même cumulativement à ses fonctions antérieures peut quand même, de manière transitoire, quand même assurer le portefeuille du ministre de la Justice. Ce soit obligatoirement un communiqué de la sortie du palais pour nous situer par rapport à la configuration du nouveau gouvernement que nous aurons ici. Ce soit ou plus tard ou même avant. C'est possible. Dans cet après-midi. Peggy Ludovic Dagba, revenons maintenant, plongeons-nous quelque peu dans la famille de la rupture et disséquons, analysons les profils types. Qui sont ceux qui sont à même d'être promus garde des Sceaux?
Loris Freddy Davor risque, comme j'ai l'habitude de le dire, de lire dans la boule de cristal. On va quand même essayer d'analyser un peu on connaît les plus visibles. Les personnages en présence. Et parmi ces personnages, celui qui trône en tête, selon moi, c'est peut-être Maître Séverin Quenome. Maître Séverin Quenome qui, ma foi, est le deuxième avocat du chef de l'État pendant sa traversée du désert. Et si je ne m'abuse, il doit continuer par l'être pour cet intérêt personnel et pour peut-être d'autres services devant le juge. Il était le deuxième avocat à côté donc de Maître Joseph Diogbenou. Et si nous voyons un peu la posture ou le postulat défendu par le chef de l'État jusque-là, c'est quelqu'un qui, ma foi, est reconnaissant pour services rendus. Et toutes les fois que la possibilité lui est offerte de pouvoir vraiment remercier ceux qui ont rendu de fiers services à lui, il ne s'est pas empêché de le faire. Maître Séverin Quenome, pour moi, est quand même également un personnage digne du nom, juriste, praticien du droit, avocat depuis quand même de nombreuses années. Il a mariné, en tout cas dans les eaux, on va dire, du président Talon. Donc aujourd'hui, je crois que c'est quand même l'un des prétendants à ce poste, même si hier, la rumeur l'a hissé à ce poste. Moi, je ne me fonde pas d'abord sur la rumeur, mais je me fonde un peu sur les raisons plausibles qui pourraient le conduire à ce poste. Le deuxième personnage... Il faut tenir compte des proximités. Voilà. Et la confiance. La confiance du chef de l'État, vous savez, n'est pas avocat de quelqu'un, n'importe qui. Si vous n'avez pas sa confiance, il ne pourra pas vous confier vraiment tout ce qui concerne sa vie politique, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie privée, on va dire. Le deuxième personnage pour moi, c'est peut-être Maître Abraham Zizi-Nokwe, qui depuis quelque temps vraiment défend, mais alors avec bec et le gouvernement du président Patrice Talon. Et Patrice Talon lui-même, je l'ai vu dans plusieurs débats, il était vraiment intarissable par rapport aux arguments qu'il sortait pour pouvoir défendre, montrer un peu l'importance et la justification donc des réformes du chef de l'État. Je vois un peu ces deux personnages, mais il y a d'autres certainement que nous ne voyons pas, mais qui également sont peut-être dans les eaux, qui travaillent, parce que n'a pas été président de la République, le chef de l'État seul. Il a travaillé avec beaucoup d'autres personnes, des équipes, des éléments sur lesquels il a dû compter et qui vraiment ont le bagou, ont la carapace, ont également tout ce qu'il y a comme bagage intellectuel et surtout juridique pour pouvoir gérer ce ministère. On ne va pas dire forcément que c'est un juriste qui va siéger sinon à ce poste ministériel, mais le mieux, ce qui serait vraiment bien, c'est que ce soit quelqu'un qui connaît la maison, qui connaisse vraiment les fondements et, comment dirais-je, les enjeux qui amènent vraiment à pouvoir gérer le ministère de la Justice. Jusque-là, vous avez proposé, vous n'avez proposé que des proches de la... Enfin, que des, je dirais, de bons leaders de la rupture. Le promu peut provenir aussi d'une famille proche de la rupture, d'une autre famille politique. Quand je parle de Maître Abraham Zizi-Nokwe, je parle de, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de l'entourage immédiat du chef de l'État. Je suis d'accord, c'est quand même les derniers venus, on va dire. C'est vrai qu'ils ne sont pas si derniers que ça, parce que la Renaissance du Bénin a soutenu Talon, même si ça c'est allé un peu dans tous les sens, sous la férule du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Aujourd'hui, il y a eu cette rupture entre le leader charismatique et eux, la RB qui aujourd'hui est en train de fumer d'autres, comment dirais-je, à d'autres sources. Donc, mais cela montre de plus en plus que c'est désormais sous la férule de la rupture que la RB, elle, Abraham Zizi-Nokwe, bien sûr, s'est engagée. Laurent Delors-Fatan, bon fidèle à l'image de Diogbenou ou un cadre technique ordinaire? Je n'ai pas de nom à donner a priori, parce que ce serait quand même trop osé de vouloir donner de noms. Les noms appartiennent seulement au chef de l'État. Mais j'ai seulement deux considérations. La première considération est que, qu'on le veuille ou pas, le ministre de la Justice sera un homme de nouveau départ, pas de la rupture, un homme de nouveau départ.
ceux qui au départ ont fait le combat avec le président Talon pour pouvoir la mener au premier tour. Il sera quelqu'un de... Parce que... Il n'y a pas eux. Non, si vous voyez un peu, c'est un gouvernement de réforme. Et quand on dit réforme, c'est une question de droit. C'est une relation avec le Parlement. Et quand on dit réforme, c'est la justice. Et nous avons vu que depuis, le gouvernement a beaucoup plus priorisé les lois à l'Assemblée. C'est-à-dire que le rapport du gouvernement est direct et tellement renforcé par rapport à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir gouverner sur les réformes et ne pas prendre quelqu'un qui est impliqué, qui a même la conscience, qui est dans la conscience même de ce qu'on veut faire. Et il faut que quelqu'un qui soit déjà imbibé des réalités dès le départ, que ce ne soit pas quand même quelqu'un qu'on ait pris en cours de route pour pouvoir l'impliquer. Vous ne verrez pas. Ce qui est sûr... Donc à l'image des perspectives évoquées par Peggy, un haut juriste. La première perspective est plausible. Parce que la première, si c'est Maître Knom, il est avec eux. Ça ne peut qu'être des gens qui sont avec eux. La première considération, c'est ça. Ce sera quelqu'un qui sort des sérails du nouveau départ, ceux qui étaient là au départ. Mais ce sera la seconde considération, je me dis que le nouveau ministre ne sera un bras droit, non de Talon, mais Djogbenou. Ce ne sera pas le président Talon qui va l'imposer, mais ce sera le maître Djogbenou qui va l'imposer. Parce qu'il est aujourd'hui à la cour. Non, il est aujourd'hui à la cour. C'est un tandem. Oui. C'est un tandem. Nous avons à l'Assemblée, il y a à l'Assemblée, il y a Orden Alatine qui est à l'Assemblée, qui est l'œil de Djogbenou à l'Assemblée, qui continue de suivre la traçabilité des réformes. Il lui aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Et vous verrez que le triangle va se faire. C'est un triangle où on aura quelqu'un qui sera aussi un bras droit. Parce que le président Talon, excusez-moi de peu, ne connaît rien au droit. C'est M. Djogbenou qui est un homme de droit. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, c'est sa pratique. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Il est un professeur d'université à la FADESP. Il est un avocat. Il est actuellement ministre de la Justice. Il a été président de la commission des lois. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui maîtrise tout ce qui concerne le droit autour du président Patrice Talon. Et que ce sera quelqu'un qu'il aura choisi. Et vous verrez, ce sera peut-être un ami à lui, ce sera peut-être un partisan de l'Attente citoyenne, ou soit ce sera un collègue à l'université avec qui il a une relation très franche et très profonde. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un. Pour moi, ce sont les deux considérations dont il faut tenir compte. Un homme de nouveau départ, mais un ami, un très proche de M. Djogbenou, qui pourra l'aider dans la continuation, je dirais, des réformes qui sont en cours. Il pourra être celui qui va faire des projets de loi et les envoyer à l'Assemblée qui sera appuyé par Orden Alatine et lui à la Cour constitutionnelle pourra faire le jeu. Et si on devait rester, si on devait poursuivre l'analyse dans le profil que vous venez, ou les profils que vous venez de décliner, qui répond à ce type de profil, à ces profils dans le landerneau politique, dans la grosse équipe des universitaires, de hauts juristes? Ce qui est sûr, qui sont-ils? Il y a que le professeur Salami qui soit un peu proche de lui. Ibrahim Salami. Salami qui soit un peu proche de lui à l'université. Quant aux autres, on a quand même vu qu'il y a des dissidences par rapport à lui et certains. Il y a des noms qu'on ne peut pas citer. Qui sont pas, en tout cas, quel Salami? Ibrahim Salami ou Bassien Salami? Le professeur Ibrahim. Non, c'est Bassien qui est proche de lui. Bassien Salami. Bassien qui est proche de lui. C'est Bassien. Parce qu'on a souvent partagé des avis divergents de Ibrahim Salami, du professeur Ibrahim Salami. Ibrahim, on connaît que ses positions sont divergentes. On connaît Joël Aïvo. Il en est de même pour Joël Aïvo. On connaît pour Tokpanou, c'est divergent. On connaît pour la dame qui est... Dandiamou. On connaît que sa position divergente. C'est-à-dire que ce ne sera pas comme ceux-là. La surprise peut venir aussi. Elle ne viendra pas de là. Elle ne viendra pas. Il n'y a pas de surprise à faire à ce niveau parce qu'il n'est pas question que le gouvernement risque avec quelqu'un qui ne sera pas quand même apte à faire ce qu'il veut. Parce qu'il faut faire une constance qui se fait. Le gouvernement, ce régime gouverne beaucoup plus par les lois. C'est un régime qui a au cœur de sa gouvernance les lois. Et on ne peut pas quand même vouloir prendre quelqu'un qui va encore discuter beaucoup plus de ce qu'on veut faire. Parce que ils sont pressés aussi par le temps. Vous voulez qu'on amène quand même quelqu'un qui a des positions un peu divergentes pour qu'il passe encore du temps à débattre des questions? Vous ne verrez pas. Parce que j'ai parlé de ce triangle qui va se faire. Vous avez vu, quand le Djogbenou était ministre de la Justice, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, quand les lois quittent le pouvoir, ça va directement au niveau de l'Assemblée. Il y a un répondant qui est là-bas.
Vous pensez que désormais on va envoyer des lois, le gouvernement va proposer des lois polémiques qui ne rentrent pas dans la logique du chef de l'État. Donc, qui connaît beaucoup plus la vision du chef de l'État par rapport aux réformes? C'est Maître Diogbenou. C'est lui qui connaît. Et qui maîtrise beaucoup plus la vision à l'Assemblée? C'est Holden. Je pense qu'ils vont chercher à avoir un troisième pour que le triumvirat se fasse bien. Afin que, comme sur des roulettes, les réformes continuent. Et je pense que personne ne pourra quand même, à moins que ce soit quand même une surprise de grande ampleur, ce ne sera que Diogbenou qui va proposer. Il y a aussi d'autres domaines. Hein. Il y a des endroits où, quand le ministre a quitté, ou bien quand quelqu'un a quitté un endroit, il a placé exactement un des sièges. Je ne vais pas nommer, mais quand même des exemples sont dans ce gouvernement qui sont clairs. Quand quelqu'un quitte et qu'on tient à lui, on fait tout pour qu'il ramène un proche à lui, afin que la vision continue. Je partage totalement cette analyse avant que vous me posiez votre question, sauf qu'il faut quand même y mettre un petit bémol. C'est celui-là, cela proposé certainement par Maître Joseph Diogbenou, mais il faudrait qu'il ait la confiance du chef de l'État. Il faut que le chef de l'État se retrouve à travers lui, parce que il ne s'agit pas juste de laisser Maître Diogbenou laisser quelqu'un en qui il a confiance, parce que beaucoup d'enjeux se jouent au sein de ce gouvernement. Je ne vais pas rappeler les raisons qui ont présidé, par exemple, à la démission de candidat Zanaï de ce gouvernement. Donc, il faudra vraiment faire très très attention à ces éléments-là. Et ce remaniement intervient à un moment un peu sensible, à l'avant-veille des législatives. Et on devrait aussi tenir compte de ce facteur, non moins anodin. C'est tout à fait vrai, parce que le combat sera de taille par rapport aux législatives, parce que c'est des législatives qu'il s'agit. Les deuxièmes élections les plus importantes après la présidentielle, on va dire, dans l'ordre hiérarchique des choses, même si on sait très bien que c'est l'émanation du peuple qu'est bien sûr l'Assemblée nationale. À partir de cet instant, le chef de l'État aussi peut profiter, non pas pour remplacer juste le poste de Maître Joseph Diogbenou, mais installer une équipe de combat où on aura des entrées, des sorties, pour que vraiment des gens représentatifs, mais également dignes du nom, qui savent vraiment s'illustrer dans le combat à l'instant même de vider la prochaine question. Des entrées, des sorties, oui. On peut en parler justement. Qui sont les probables avant de parler des probables éjectables, je voulais justifier un peu l'idée selon laquelle on pourrait avoir plus de ministres entrés ou sortis du gouvernement au lieu d'avoir ce remaniement technique auquel tout le monde s'attend. Parce que on ne va pas à la guerre sans se préparer. On ne va pas à la guerre sans les munitions et sans les hommes. Et ces hommes-là, ils devraient pouvoir vraiment être mûrement choisis pour vraiment aider la mouvance. C'est vrai que c'est possible que le chef de l'État procède rien qu'au remplacement de Joseph Diogbenou. Tout à fait. Et si, vu l'imminence des législatives et l'opportunité qui lui est offerte de modifier quelque peu l'équipe de l'exécutif, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, est-ce qu'il ne voudra pas, je dirais, profiter pour réorganiser, pour revoir la stratégie en cette avant-veille des législatives? C'est ce que je dis, c'est ce que je disais. La possibilité des entrées et des sorties. C'est ce que je disais, parce que ce serait quand même vraiment un peu tiré par les cheveux que le chef de l'État ne prenne pas la mesure de tout ça. Je sais qu'il est très avisé, et on me dira aussi qu'on est quand même un peu loin, on va dire moins d'un an. Maintenant, le point, c'est qu'on est à près de 9 mois ou 8 mois des législatives. Je dirais qu'on n'est pas si loin que ça. Il faut déjà commencer par vraiment s'activer. Vous voyez déjà un peu les mouvements dans les états-majors politiques, au sein des partis politiques. Vous voyez des formations des écoles de citoyenneté qui sont donc lancées par-ci, par-là. Donc, il faut dire que la mayonnaise a commencé à prendre. Donc, le chef de l'État ne peut pas être en reste. Et c'est pour cela que déjà, on a vu un peu une toute première liste qui a circulé hier et ce matin encore, où on parle de 5, je crois, sorties pour 5 entrées, et puis quelques mouvements entre ceux qui sont restés. Donc, il faut dire quand même que le chef de l'État est en train de prendre la mesure de la situation. Laurent Delors-Fatan, qui reste, qui sort? Non, à mon avis, ce remaniement n'aura pas de rapport avec les législatives. C'est clair.
Parce que le gouvernement attend les réformes d'abord au niveau de l'Assemblée. Et tant qu'il n'y aura pas les réformes, le gouvernement ne peut pas voir clair. Parce que vous avez constaté, avant de parler de la charte des partis politiques, actuellement on parle du code électoral qui est en train d'être vouloir réaménager. C'est quand le gouvernement aura fait ces réformes au niveau des lois, des textes de loi qui régissent l'organisation des élections par rapport à 2019, qu'on pourra commencer par avoir éventuellement un gouvernement politique. Il peut y avoir des entrées, il peut y avoir des sorties, mais ce ne sera pas dans la perspective des élections législatives. Parce que le climat n'est pas encore assaini, ou bien le paysage politique, on n'a pas encore une visibilité par rapport au paysage politique. Quand vous le dites, vous pensez que les élections ne se tiendront pas à bonne date? Je n'ai jamais dit qu'elles ne se tiendront. Je suis entièrement d'accord qu'elles se tiendront. À bonne date. Et à bonne date, je suis d'accord. Ce ne sont pas des moindres. Si c'est à bonne date, c'est que nous sommes déjà dans des délais. Je suis entièrement d'accord, mais actuellement, parce qu'il faut quand même voir ce que fait le gouvernement actuellement. Le gouvernement est en train de... Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement veut adopter une nouvelle charte? Parce qu'on attend que la Cour s'installe. Et quand la Cour sera installée, on pourra quand même maîtriser tout le système. Et faire d'abord les réformes qu'il faut au niveau de l'organisation des élections. Et voir clair. Tant qu'ils n'auront pas fini avec les réformes, ils ne pourront pas faire un réaménagement technique par rapport aux élections. Parce que vous ne savez même pas sur quelle... Aujourd'hui, personne ne sait sur quelle loi nous voulons aller aux élections législatives. On ne sait rien. Et c'est quand on aura su qu'on pourra penser quand même à un remaniement par rapport politique. C'est vrai, il peut arriver qu'un ou deux sortent, mais quand ils vont sortir, ce sera pas pour des raisons purement politiques, ce sera pour peut-être d'autres raisons stratégiques que le chef de l'État le seul détient. Mais ce remaniement sera seulement un remaniement technique. À mon avis, il n'y aura pas grand bouleversement, parce que à ce jour, quand vous voyez le chef de l'État a été clair. Il n'est pas là, parce que dans sa vision, il n'est pas là pour changer les équipes à tout moment. Il a été clair au départ. Il est là pour maintenir les expériences au niveau des équipes. Ce qu'il a dit, espérons que ça va se faire. Sinon, pour le moment, je me dis, faire des remaniements par rapport aux législatives, ce n'est pas encore opportun. À mon avis, d'ici quelques mois, si éventuellement, dans 3 mois, on doit faire un remaniement, vous verrez que ce sera un remaniement purement politique. Peggy Ludovic Dagba, Laurent Delors-Faton n'en trouva pas un grand bouleversement, mais il y a quand même des dossiers qui peuvent secouer ou même emporter des ministres. Il y a, je dirais, la résurrection de dossier de l'Assemblée, du bâtiment de l'Assemblée nationale. Il y a le dossier révélé par le président de la NLC, Jean-Baptiste Elias, la nébuleuse du marché. Au ministère de surfacturation, au ministère du cadre de vie. Oui, c'est plausible. C'est des éléments qui sont là, entre autres, qui peuvent amener le chef de l'État à se séparer de certains parmi eux si vraiment leur degré d'implication est prouvé et à telle enseigne que vraiment ils doivent aller devant la justice pour pouvoir se blanchir. Ce que je voulais dire par rapport à l'opportunité ou non d'un remaniement ministériel ou qui soit technique ou politique, en réalité, moi, je suis beaucoup plus guidé par les enjeux du moment. Et je crois que Delors-Faton l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État n'est pas là pour changer à tout bout de champ son équipe. Et donc, prenant l'un dans l'autre et prenant fait et cause pour, comment dirais-je, l'enjeu qui vient, il peut être amené vraiment à pouvoir vraiment se préparer très tôt, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout se faire surprendre par les événements. Donc à partir de cet instant, moi je pense, je reste fondé dans ce que je dis, que ça pourrait être le cas par rapport à son équipe. En tout cas, l'homme l'a dit, il est en combat de manière permanente. Ces réformes, vous le savez, ça ne passe pas très facilement. Donc il faut des gens qui permettent quand même de faire en sorte que ces réformes puissent vraiment se tenir et passer dans l'opinion. Maintenant, par rapport aux entrées ou sorties, on en parlait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient amener le chef de l'État à se séparer de certains de ses ministres. Vous savez que l'homme a réaffirmé à grand renfort de pub son engagement à lutter contre la corruption. Et il ne souhaiterait pas qu'il y en ait vraiment dans son équipe qui ait quelque chose à voir avec cette mauvaise gestion. Il y a forcément des raisons, mais peut-être jusque-là, parce que moi, je n'arrive pas encore à noter des fissures
dans le mur. Si fissure il y a, j'ai comme l'impression qu'on essaye quand même de prendre toutes les mesures pour les camoufler. Le chef de l'État est le seul vraiment à savoir qui il peut démettre. Déjà que ses ministres, à part Maître Joseph Diogbenou et peut-être quelques-uns, ne sont pas très actifs. On ne les voit pas trop, contrairement aux autres gouvernements où la main est quand même laissée aux ministres de pouvoir s'activer sur le terrain, mener des activités que la télé couvre et montre vraiment. On ne les voit pas vraiment mouiller le maillot, mais on a comme l'impression que tout le monde travaille pour l'ensemble. Il n'y a pas d'individualité vraiment qui s'illustre à partir de cet instant. Peut-être que les deux que vous évoquez passons à la trappe, et pourquoi pas d'autres. Laurent Delors-Faton, pour finir, nous supposons que le prochain garde des Sceaux remplacera tant Joseph Diogbenou au niveau de l'exécutif, mais aussi à la tête des différentes commissions nationales que présidait Joseph Diogbenou. Votre mot de fin, Laurent Delors-Faton. En tout cas, le casting n'est pas facile pour le chef de l'État. Parce qu'envoyer Diogbenou à la cour, c'est perdre un bras droit, c'est perdre l'homme avec qui il a tout composé depuis le départ. Et ce n'est pas évident que celui qui vienne après Diogbenou puisse quand même occuper toutes les fonctions que Diogbenou occupait. Parce qu'il lui faudrait du temps pour non seulement s'approprier toute la réalité du gouvernement, mais aussi du temps pour gagner cette confiance que Diogbenou a gagnée auprès du chef de l'État. Ce qui est sûr, c'est au chef de l'État de savoir, c'est lui qui connaît son agenda, c'est lui qui sait les résultats auxquels il veut aboutir. Vivement que celui qui vienne soit vraiment un ministre de la République et qu'il joue le rôle, qu'il joue vraiment le jeu de la République et non le jeu de l'individu. Vous en avez distingué qui ne soit pas de la République sûrement, enfin, pas nous. Peggy Ludovic Dagba, c'est terminé. Votre mot de fin. Non, mais mon mot de fin, c'est qu'on puisse vraiment avoir un ministre de la Justice républicain, un peu comme l'a dit Delors-Faton, qu'il soit vraiment au service du peuple béninois tout entier, et bien évidemment qu'il soit à l'œil, et pourquoi pas qu'il ait la confiance de son chef, et que ce dernier puisse vraiment pouvoir mener à bien ces chantiers, les chantiers qui lui sont chers, et qui lui tiennent à cœur, et qui feront le bonheur des Béninois. Merci Peggy Ludovic Dagba, Laurent Delors-Faton pour la disponibilité.